Bonjour à toutes et à tous. Je suis très content d'être là parce que c'est la première conférence live que je fais depuis le début du confinement. Donc autant dire que c'était pas gagné et ça manquait énormément. Donc je suis très content qu'on puisse être tous là, à parler un peu, à pouvoir échanger, à pouvoir discuter de pas mal de choses. Donc cette fois-ci, on va discuter un peu de WebAssembly et des promesses de WebAssembly, en tout cas des promesses espérées de WebAssembly. Ok, alors, voilà l'idée. Pourquoi on parle de WebAssembly? Parce que il m'arrive de temps en temps de collaborer à différents petits projets et de discuter de différentes implémentations possibles. Et là, dans le cas présent, on va s'intéresser à un cas un peu particulier qui est une application de messagerie, type messagerie instantanée, type WhatsApp, Telegram, Signal, ce que vous voulez. Bref, un truc qui permet d'échanger des contenus. Et donc on travaille sur cette application, on réfléchit un peu à ce qu'on peut faire avec, comment on échange des contenus, c'est un peu un petit MVP, on regarde un peu ce qu'on peut faire parce que c'est rigolo. Mais voilà, dans ce contexte de cette appli de messagerie, j'ai un problème. Mon problème, c'est un utilisateur. Et cet utilisateur, Donald, voudrait pouvoir envoyer à un de ses amis, appelons-le Boris, des documents potentiellement sensibles, critiques, qu'il va falloir protéger. Donc on arrive dans un contexte un peu particulier, parce que jusqu'à présent, on échangeait juste des messages, et d'un seul coup, on nous dit « Oui, mais mes messages, il ne faut quand même pas qu'ils puissent être surveillés, il faut pouvoir les protéger, etc. » Donc on réfléchit un peu à tout ça, et on se dit « Ok, on a un truc qui existe pour ça. C'est un design pattern qui s'appelle la Zero Knowledge Architecture. » Alors une application Zero Knowledge, qui respecte ce pattern, elle implémente plusieurs éléments. Le premier élément, qui est le plus critique, c'est le chiffrement point à point. C'est-à-dire qu'on va chiffrer du contenu dans un client, ça va être transféré via un back-end, et ça va arriver dans le client du destinataire, et ça sera déchiffré dans le client du destinataire. Entre les deux, on est sur du contenu chiffré, il n'y a rien qui passe, il n'y a rien qui est visible, et il n'y a rien qui est accessible de l'extérieur. Donc tout se fait dans les clients. Le deuxième point, c'est qu'on va faire une authentification par clé et un chiffrement par clé. C'est-à-dire qu'on va utiliser la clé d'identification de la personne à qui on veut envoyer du contenu pour chiffrer un message, une portion de contenu, un jeu de données, et on va envoyer ça à la personne en face. Le troisième point, c'est qu'on va faire une authentification par token, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'authentification login, mot de passe, mais que Boris, quand il voudra récupérer les documents que Donald lui aura envoyés, se présentera avec un token d'authentification, généré par clé là aussi, et c'est via ce token d'identification qu'on saura exactement si les contenus qui ont été délivrés par Donald sont bien à destination de Boris. Je vous la fais simple parce que ce n'est pas le sujet de la conf, mais ça va vous donner du contexte. Mon point important, là, tout de suite, c'est que je dois faire du chiffrement point à point, c'est-à-dire dans le client. Du coup, j'ai un problème. Bah ouais, parce que bon, la sécu avec JavaScript, c'est pas ça quand même. Ça va être un peu compliqué. Je veux dire, JavaScript est notoirement troué, plus que la ligne Maginot. C'est quand même un tout petit peu compliqué de faire de la sécu en JS, parce qu'on est dans un environnement qui n'est pas sécurisé, parce que ça n'a pas été conçu pour ça au départ. Ce n'est pas le design de JavaScript. Mais n'empêche que je suis dans mon client. Et je dois quand même avoir une couche de sécurité suffisante. Donc j'ai un élément de réponse qui arrive. C'est WebAssembly. Et c'est là que, hop, on raccroche les wagons sur WebAssembly. Pourquoi WebAssembly? Parce que WebAssembly vient avec 3 promesses. La première, c'est une exécution rapide, très rapide. Aussi rapide que du code natif, quasiment. Ce qui est exceptionnel. Ensuite, on vient dans un environnement qui est sécurisé. C'est-à-dire qu'on va faire tourner notre application ou nos modules WebAssembly dans des espaces isolés qui vont s'assurer qu'il n'y aura pas de possibilité d'interagir sur ces contenus et qu'on ne pourra pas tampered, qu'on ne pourra pas manipuler les contenus qui vont être exécutés à l'intérieur de cet environnement contrôlé. Et enfin, c'est une promesse de code portable. Et là, j'ai aussi un vrai élément intéressant dans le développement d'une application de façon un peu plus globale. Moi, ce qui m'intéresse, là, tout de suite, dans mon contexte, c'est la partie sécurité. Et donc, c'est la partie modèle de sécurité de WebAssembly. Donc, on va discuter un petit peu de modèle de sécurité et de comment WebAssembly propose une solution nouvelle pour faire de la sécu sur le web, mais pas que sur le web. Donc, je reviens un peu dans l'histoire. Au début, JavaScript, c'est lent. Bah ouais, quand même, c'est pas rapide, quoi.
Et c'est pas rapide parce que là encore, ça n'a pas été conçu pour ça. Parce que JavaScript est un langage qui est notamment faiblement typé et qu'il y a énormément de checks qui sont faits en permanence dans le runtime à chaque fois que vous exécutez du code JavaScript. On va vérifier les types utilisés, les types attendus, comment ça fonctionne, undefined is not a function, etc., etc. Donc, arrivé à un moment, même si on a cherché à optimiser au maximum la vitesse de la machine virtuelle JavaScript, et Dieu sait qu'on l'a vachement amélioré ces dernières années, on a quand même à un moment touché un plafond, quoi. On ne peut pas non plus accélérer JavaScript indéfiniment. Il a fallu trouver une autre solution. Et il y a des gens qui travaillaient chez Mozilla qui ont commencé à travailler sur un sujet qu'on a appelé ASM.js. ASM comme la contraction de assembleur. Et donc l'idée, c'est qu'on a identifié dans JavaScript un sous-ensemble de fonctions algébriques qui sont assez facilement optimisables dans un compilateur just-in-time. Et donc, on a couplé à la machine virtuelle JS un compilateur just-in-time qui permettait du coup de faire de l'optimisation du code ou de la pré-optimisation du code JS. Je vous la fais grossièrement, mais l'idée, c'est ça. Donc l'idée, c'est que je peux pré-compiler dans un format binaire du contenu JavaScript pour accélérer son temps d'exécution. C'est hyper efficace. Le seul problème, c'est que ça ne peut pas s'appliquer à tout. On est vraiment sur des primitives, plutôt bas niveau, et on ne peut pas optimiser tout JavaScript comme ça. On peut optimiser une bonne partie de JavaScript. Le problème, c'est que si on peut optimiser ça, ça répond quand même à des impératifs d'écriture assez spécifiques, et écrire ça à la main, c'est un peu pénible. Donc on a travaillé sur un outil. Cet outil, c'est EM-Scripten. EM-Scripten, c'est quoi? C'est un module de sortie de LLVM. LLVM, c'est un compilateur, comme GCC. C'est même le remplaçant de GCC, parce que GCC doit mourir, à un moment, ça suffit. Et donc l'idée, c'est qu'on prend du code, idéalement n'importe quoi qui compile dans LLVM, y compris du C ou du C++, et on le fait cracher dans EM-Scripten, et EM-Scripten est capable de dire « Ah bah ça, oui, effectivement, je peux en faire du JavaScript, et cette partie-là, précisément, elle est optimisable, et je peux en sortir un contenu qui est pré-compilé et qui va être exécuté par le compilateur just-in-time de la machine virtuelle JavaScript. » Donc comment ça fonctionne? C'était hyper simple. Là, j'avais un Hello World qui est vraiment une fonction main C qui fait un print Hello World. Et donc je passe ça dans EM-Scripten. À la fin, j'ai deux fichiers qui sortent, un fichier HTML, un fichier JS. Et si j'exécute le fichier JS dans boum, ça fait du JavaScript qui fonctionne. Et on a effectivement le Hello World qui s'imprime. Waouh, incroyable! Et en vrai, ça fonctionne vraiment bien. Ça va vraiment vite. Donc ça a vraiment validé ce POC de « OK, on peut optimiser JavaScript ». Et on peut optimiser JavaScript en compilant un sous-ensemble de fonctions JavaScript. Ça, c'était la validation de départ. Et donc après, on s'est dit, OK, et maintenant, si on pouvait compiler tout ce qu'on fait pour le web, et pas juste un sous-ensemble, genre toute la code base, on l'optimise. Waouh! Et bien, c'est WebAssembly. Et donc, WebAssembly, c'est ça. C'est un nouveau format, qui est un format binaire, disponible pour le web. On va compiler des choses vers WebAssembly, et ce format binaire va être exécuté directement par une machine virtuelle qui est attachée à la même machine virtuelle que JavaScript, et qui va exécuter votre code dans le navigateur ou dans un écosystème web à des vitesses fulgurantes. Donc concrètement, un module WebAssembly, ça ressemble à ça. Ça, c'est la représentation hexadécimale, parce qu'encore une fois, c'est du binaire. Donc en hexa, ça ressemble à ça. C'est pas ouf, quoi. Enfin, moi, je préfère travailler sur un truc que je peux comprendre quand j'écris, quoi. Fort heureusement, WebAssembly vient avec un format qui s'appelle le text format, le WebAssembly text format, et qui ressemble à ça. Donc là, j'ai un module. Dans mon module, j'ai une fonction que j'exporte vers l'extérieur de mon module, avec un nom, add, qui prend deux paramètres en entier, deux entiers 32 bits, qui retourne un entier 32 bits, et qui fait une addition toute simple. Voilà, c'est basico-basique, et ça, c'est exactement ce qu'on vient de voir en hexa juste avant. C'est le même module. Pourquoi je vous en parle? Parce que ça va nous aider après. Alors, c'est pas mal, mais c'est quand même pas super avancé, quoi. Donc heureusement, on va pouvoir faire d'autres choses avec WebAssembly. On n'est pas obligé de se limiter au text format. Mais ce format existe, et c'est le format même de base avec lequel on peut travailler sur des modules WebAssembly. Donc, on a des modules WebAssembly. Pourquoi un module? Parce que ce module, en fait, il arrive avec un tas de définitions.
il va commencer par arriver avec des headers qui vont faire toute la déclaration de l'ensemble du système. Donc votre module va dire, voilà les types de primitifs que j'ai, voilà les types de constantes que je déclare, voilà les fonctions que j'utilise, et tout ça va constituer une énorme signature de votre module. Pourquoi c'est important? C'est important parce qu'en fait, votre module, il est statique. C'est-à-dire qu'il est profondément déterministe. On n'est plus sur le cas de JavaScript qui va analyser votre cas en permanence, qui va analyser votre code et qui va être capable de dire là, j'attends une variable qui contiendra peut-être une string, peut-être un entier, on ne sait pas trop. Et puis derrière, undefined is not a function. What again? Donc là, ça n'arrive plus. Ça n'arrive plus parce que tout est analysé en amont, au moment de la compilation. Et à partir du moment où tout est analysé, un module, quand il dit « j'additionne 2 entiers de 32 bits », il additionne 2 entiers de 32 bits, point barre. Et il n'ira pas au-delà. Donc on sait extrêmement bien prévoir ce qui va sortir de ce module et comment on utilise les fonctions. On a des signatures qui sont très précises. Et surtout, il utilise des types qui sont extrêmement forts. Donc comme c'est un langage qui est fortement typé, ça le rend très résistant aux erreurs au moment du runtime. Parce que là encore, on aura anticipé beaucoup de choses. Ça vient finalement avec le déterminisme. Je reviens à mon histoire de modèle de sécurité de WebAssembly. WebAssembly fonctionne dans une sandbox. Donc chaque module va tourner dans un environnement isolé, clos. Si vous avez plusieurs modules qui s'importent les uns les autres, chaque module fonctionne dans sa petite sandbox. Et on ne peut pas sortir de cet ensemble-là. Sauf à respecter des flux d'entrée-sortie très définis, en exportant des fonctions ou en déclarant des imports possibles à l'intérieur du module et en déclarant, puisque c'est fortement typé, le type d'import. Donc là, je vais importer une fonction, ou je vais importer une string, ou je vais importer un entier, etc., etc. Et cette isolation, elle garantit réellement votre niveau de sécurité. Parce que ça veut dire que tant que vous passez par ces flux d'entrée-sortie, vous pouvez contrôler ce qui se passe. Et une fois que vous avez passé ces flux d'entrée-sortie, vous êtes dans la boîte. Et ça, c'est une black box dans laquelle vous ne pouvez pas intervenir. Donc c'est idéal finalement dès qu'on commence à faire de la couche de sécurité dans le navigateur, parce que vous pouvez pousser tout votre code métier logique lié aux enjeux de sécurité dans cette boîte, dans des modules WebAssembly, et vous savez que tant que le module n'a pas été altéré, ce qui est facile à contrôler avec des signatures et des checksums au moment où vous lancez le module, une fois que ça tourne dans la boîte, il n'y a pas de souci, ça peut normalement plus être attaqué, ou en tout cas vraiment pas aussi facilement que de l'injection cross-scripting qu'on peut faire en JS. Donc on a un modèle de sécurité qui est très robuste, parce qu'on travaille sur des ensembles de mémoire contrôlés, et parce qu'on a un très très gros contrôle des flux d'entrée et de sortie au sein de nos modules. Donc puisque j'ai un modèle de sécurité qui est très costaud, je vais pouvoir éventuellement m'en servir pour implémenter la fameuse couche de sécurité de mon application. Donc je reviens à ma petite idée de j'ai un client, il faut que je fasse du chiffrement dans mon client et il faut que je l'isole de façon à peu près correcte du thread principal, de façon à éviter les risques de fuite de données et de manipulation de données. Donc, dans ma Progressive Web App, je vais essayer de faire une couche de chiffrement sécurisée. Pour ça, je vais utiliser un module WebAssembly. Pourquoi je vais utiliser un module WebAssembly? Parce que déjà, c'est embarquable. Donc c'est facile, c'est un module qui est distribué que je peux attacher à mon application. Ensuite, je bénéficie du modèle de sécurité de WebAssembly. Et puis surtout, du coup, comme c'est du WebAssembly, je ne suis pas obligé d'utiliser du JS. Si je veux le faire avec autre chose, une autre lib, un autre produit, un autre langage, tant que ça compile, je peux cracher ça vers du WebAssembly. Donc ça m'ouvre des possibilités qui sont beaucoup plus larges que juste me limiter à JavaScript, comme j'étais obligé de le faire depuis des années, parce qu'il n'y a que ça qui fonctionnait dans le navigateur. Alors si je veux faire du chiffrement, aujourd'hui, en 2020, la librairie à utiliser, c'est Lipsodium. Lipsodium, c'est la librairie ultime qui permet de faire de la cryptographie aujourd'hui, quel que soit votre projet. Il y a eu plein d'implémentations, de plein de choses, de plein de produits. Lipsodium vient comme une espèce de super librairie, un peu le jQuery de la crypto, quoi. C'est un outil qui permet de manipuler la quasi-totalité de toutes les primitives de crypto, aussi bien de la cryptographie par clé, que de la cryptographie par secret, par mot de passe, que de la gestion partagée, de permission d'accès ou ce genre de choses, ou des algos de chiffrement de streaming, etc. Bref, Lipsodium fait vraiment plein de trucs et le fait surtout très bien. Mon problème, c'est que c'est une librairie qui est en C. Mais
EMScripten, souvenez-vous, il mange du C en entrée, ou du C++. Et puis l'outil, il a évolué. Au début, il crachait que de la SMJS, mais maintenant, il sait faire du WebAssembly. Donc finalement, si j'ai ma librairie en C qui fait de la crypto, et que je la passe dans EMScripten, boum, j'ai un module WebAssembly qui est directement utilisable dans mon navigateur. Et là où c'est bien, c'est que les gens sont malins, on l'a fait pour vous. Ça existe déjà. Donc libsodium est distribué dans un format C classique standard, mais elle est aussi distribuée dans une version JS plus WebAssembly qui a été précompilée dans EMScripten, qui est disponible sur NPM et qui est hyper simple à utiliser. Donc si j'ai mon module JavaScript, comment ça va se passer? Je vais importer ma librairie libsodium, plutôt les wrappers de ma librairie libsodium. Ensuite, je vais appeler Unify asynchrone, parce que je vais avoir une requête sur ma librairie libsodium pour la faire démarrer, la bootstrapper, parce qu'il faut qu'elle s'instancie un petit peu. Elle a 2-3 trucs à faire, notamment de la randomisation pour pouvoir s'initialiser dans un état unique. Et puis après, je récupère le contenu de ma librairie, et une fois que j'ai le contenu de la librairie, j'en fais ce que je veux. J'ai accès à l'intégralité des primitives exposées par ma librairie de crypto. Donc c'est utilisable dans n'importe quel projet JS. Vous pouvez faire déjà de la sécurité et de la cryptographie à l'intérieur de votre projet, via une librairie standard, maintenue, robuste et réputée. C'est quand même plutôt bénéfique. Alors, puisqu'on parle de crypto, du coup, je fais une parenthèse, je vous fais un petit rappel sur le chiffrement à clé publique, comment ça marche, parce que c'est ce que je vais utiliser. Okay ? Donald veut envoyer un message à Boris. Donc, pour envoyer ce message, il va contacter Boris et va lui dire « Je veux t'envoyer un message de façon sécurisée ». Boris va dire « D'accord, j'ai une clé privée, et en utilisant cette clé privée, je vais générer un outil qui sera compatible avec cette clé privée, une boîte avec une serrure compatible avec la clé privée, et je t'envoie cette boîte. C'est la clé publique. » Alors oui, en crypto, on parle de clé publique, c'est un peu abusif, mais bon, voilà. Donc Boris envoie sa clé publique à Donald. Donald place son message de façon sécurisée dans la boîte, donc dans cette clé publique, et il encapsule le tout. Après, il veut s'assurer que Boris saura bien que c'est lui qui a envoyé le message. Donc Donald va utiliser sa propre clé privée à lui, et il va utiliser le dos de sa clé pour marquer le message. C'est ce qu'on appelle une signature. Il va marquer ce message, il va poser un sceau, en gros, qui lui correspond sur le message chiffré, et il va renvoyer ça à Boris. Boris va recevoir le message. La première chose qu'il va faire, c'est comparer le sceau. Lui, il a une liste de son côté des différents sceaux des amis avec qui il échange. Il va vérifier que le sceau apposé par Donald sur le message, la signature, est bien conforme à l'empreinte qu'il a, lui, dans sa liste d'amis. Si c'est le cas, ça veut dire qu'effectivement, le message a bien été envoyé par Donald, puisque c'est le seul à pouvoir apposer ce sceau, puisque c'est le seul qui possède cette clé privée-là. Et donc, à partir du moment où c'est validé et où il n'y a pas de souci, il peut déverrouiller le message en utilisant sa clé privée à lui, qui lui a servi à générer la boîte au départ, et il peut accéder au message que lui envoie Donald. Ça, c'est le principe du chiffrement par clé. Donc, c'est ce qu'on va vouloir faire quand on va vouloir envoyer un message depuis notre application cliente en faisant du chiffrement dans l'application cliente. Concrètement, comment ça se passe ? Je reprends mon module. Donc, j'ai importé ma librairie libsodium, elle est prête à être utilisée dans ma fonction, j'ai pas de souci. Le premier truc, c'est que ce que je vais chercher à générer, c'est un payload. Ce payload, il contient le message chiffré, signé, que Donald va vouloir envoyer à Boris. Je vais avoir pour ça besoin de la clé publique de Boris, que je vais récupérer, probablement dans une forme hexadécimale, et que je vais importer directement via la librairie libsodium en utilisant une fonction, la fonction éponyme qui me permet de charger la clé publique de Boris. Je vais faire la même chose avec ma clé privée, enfin avec la clé privée de Donald, donc il va importer sa clé privée pour pouvoir faire la signature. Ensuite, je vais déclencher le chiffrement. Donc pour ça, je vais utiliser une fonction qui est une super fonction offerte par la librairie libsodium, qui s'appelle CryptoBox Easy. Normalement, tout est dans le nom. Cette fonction, elle prend quoi ? Elle prend le message que Donald veut envoyer à Boris, la clé publique de Boris, pour pouvoir chiffrer le message, la clé privée de Donald, pour pouvoir signer le message, et un nonce, qui est un entier ou un chiffre, une string aléatoire, qui va être généré par la lib, via un outil de génération pseudo-aléatoire. Et une fois que j'ai récupéré ce contenu chiffré, je vais
utiliser ce nonce et concaténer à ce nonce la valeur chiffrée, et c'est ça qui constitue mon payload. C'est ça que je vais envoyer à Boris. Boris, il va récupérer l'ensemble, il va extraire le nonce du payload, et il va utiliser ce nonce pour déchiffrer l'ensemble en utilisant sa clé privée, et donc accéder au contenu directement. Boum! On a un chiffrement à clé publique dans le navigateur en utilisant une librairie de chiffrement haut niveau en C directement utilisable. Et ça marche, hein. C'est pas une vue de l'esprit, ça fonctionne vraiment aujourd'hui, quoi. Alors, c'est déjà une première chose. Mon problème, c'est on fait une architecture zero knowledge. Donc, je vais utiliser une couche de chiffrement qui va être là pour chiffrer des messages, probablement des contenus, faire du chiffrement, déchiffrement, etc. Et le problème, c'est que ma librairie Lipsodium, elle est quand même relativement bas niveau. C'est-à-dire que si vous ne faites pas de cryptographie, ça va être un peu touchy à prendre en main. Parce que y a plein d'options possibles, il y a plein de primitives possibles, et si vous ne savez pas ce que vous utilisez en crypto, c'est déjà généralement un premier trou de sécurité. Donc on va essayer de faire plutôt une couche d'abstraction au-dessus de Lipsodium qui va déclarer directement les fonctions dont j'ai besoin dans mon application. Chiffre un message, déchiffre un message, envoie un message au destinataire, et ainsi de suite. C'est cette couche d'abstraction qui utilisera Lipsodium en dessous. Et cette couche d'abstraction, je vais devoir l'utiliser un peu partout. Ah oui, mais voilà. Le truc, c'est que là, on parle de faire du web. Mais mon appli de messagerie, elle ne fait peut-être pas que du web. J'ai des clients web, certes, mais je vais peut-être avoir des clients mobiles, natifs, en Swift ou en Java. Je vais peut-être avoir une API qui sera peut-être développée en Python, qui va aussi devoir utiliser cette couche de cryptographie disponible. Et là, on ne parle plus de faire du JS, on parle de faire des langages complètement différents. Alors, pour petit rappel, quand on est dans une architecture zero knowledge, le back-end n'accède pas au contenu chiffré. C'est chiffré de client à client. Donc, quand je parle d'une API, ça peut être une API qui peut être embarquable directement dans des dispositifs d'IoT par exemple, et qui me permettrait de faire aussi du chiffrement comme mon chiffrement client. Mais normalement, le back-end n'accède à rien en termes de chiffrement. Donc, je reviens à ma lib Lipsodium. Si je veux utiliser Lipsodium dans plein d'autres langages, ça tombe bien, j'ai des outils pour le faire. C'est ce qu'on appelle des binders. Donc si vous voulez le faire en Node, il y en a deux qui sont assez répandus, c'est Node Sodium et Natrium. En Python, il y a PNACL. En Swift, c'est Sodium Oxide. En Android, il y a RoboSodium. En vrai, je vous ai mis que les plus courants parce qu'en fait, la liste est plus longue que mon bras. Il y en a, je ne sais pas combien de binders il y a exactement pour Lipsodium, mais c'est assez différent. Il y en a au moins une cinquantaine qui couvrent à peu près l'intégralité des langages. Face à ça, j'ai deux problèmes. Ces binders ne me permettent d'utiliser que Lipsodium. Donc ça veut dire que pour chacun des langages que je vais utiliser, je vais devoir redévelopper ma couche d'abstraction. Un coup en JS, un coup en Python, un coup en Swift, un coup en Java, et ainsi de suite. Ça fait autant de versions à maintenir. Et comme le disait très bien Horatio sur les web components au départ, on n'a pas envie de maintenir 4 versions du même produit juste parce que c'est 4 langages différents. C'est juste un enfer. L'autre problème, c'est que ça, ce sont uniquement des binders. C'est-à-dire que votre librairie, Lipsodium, elle a toujours besoin d'être compilée nativement dans votre environnement d'exécution. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être juste des bridges dans votre langage utilisé, Swift, Python, Java, ce que vous voulez. Et chaque fois que vous allez appeler une des fonctions de ce binder, en fait, ça va faire le mapping vers la libc qui va être en dessous, et ça va l'exécuter. C'est exactement ce qui se passe quand on installe un module NPM et que d'un seul coup, on voit un message qui s'appelle NodeGIP qui arrive et qui fait de la compilation sur votre machine. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, votre module, il est dépendant d'une librairie C qui est en train d'être compilée sur votre machine pour pouvoir être exécuté localement. Ça veut dire que chaque fois que je fais un client qui utilise un binder Lipsodium, je suis obligé de compiler pour ce client ou de faire compiler à ce client la lib Lipsodium en natif dessus. C'est le bordel quand même. C'est un peu pénible. L'idéal, ce serait de pouvoir faire fonctionner ça avec WebAssembly. Parce que WebAssembly, c'est une promesse de code portable. Donc il faut qu'on essaie de faire fonctionner ce truc-là. Alors il y a un premier standard qui arrive, qui s'appelle WASI, WebAssembly Standard Interface. Et en gros, ça dit, on a des interfaces standardisées, bas niveau, qui devraient permettre, pour chacun des interpréteurs et chacune des briques système que vous pouvez vouloir utiliser, donc côté serveur, ça devrait pouvoir exécuter du code WebAssembly sans difficulté, en s'appuyant sur les primitives natives de votre système, notamment les primitives POSIX dès que vous êtes dans un environnement Unix.
Donc l'idée, c'est que j'ai des modules API bas niveau. Ça me donne la fameuse sandbox WebAssembly. Donc on garde ce modèle de sécurité de WebAssembly qui est disponible. Et puis c'est une vraie promesse à nouveau de write once, run everywhere, où d'un seul coup, j'écris mon code, et puis mon code est vraiment portable et vraiment utilisable un peu partout. C'est le fameux 5e Beatles, quoi. C'est la 3e promesse de WebAssembly, c'est du code vraiment portable, agnostique, utilisable partout. En termes de sécurité, pourquoi c'est génial? Parce que je retrouve ma sandbox. Donc ça veut dire que le code ne peut pas accéder à la couche OS dans laquelle elle s'exécute, tout comme un module WebAssembly dans le navigateur ne peut pas accéder au navigateur. Donc au moins, j'ai un code qui est protégé dans son exécution et qui ne pourra pas venir me pourrir l'environnement dans lequel il tourne. Ce qui est plutôt pratique en termes de sécurité aller-retour. En termes d'exécution, je garde l'idée du déterminisme et j'ai un très gros flux de contrôle, donc c'est toujours extrêmement brillant. Et puis, je garde cette structure de module. Donc, j'arrive toujours à isoler proprement mon code et à facilement le distribuer, parce que j'ai juste un module à distribuer, tout comme on a déjà l'habitude de distribuer des modules NPM, finalement. Donc c'est plutôt pas mal. Mon problème, vous allez voir, il y a beaucoup de problèmes finalement dans cette histoire. Mon problème, c'est que WebAssembly, c'est toujours à l'heure actuelle du MVP. Alors WebAssembly, c'est utilisable partout en production dès maintenant parce que c'est supporté par la totalité des grands navigateurs, y compris les dernières versions d'Internet Explorer, même si, voilà, mais quand même. Donc autant dire que c'est plutôt le futur du web qu'un hypothétique truc, quoi. Donc ça marche déjà, c'est vraiment déjà fonctionnel, et c'est déjà très utilisé en production déjà par pas mal de projets. Le problème, c'est que ça reste MVP. Dans ce contexte de MVP, à l'heure actuelle, j'ai 4 types statiques supportés par WebAssembly. J'ai 2 entiers et j'ai 2 flottants. Point barre. C'est un tout petit peu réducteur. Genre, par exemple, moi, j'aime bien travailler avec des chaînes de caractères, par exemple. Et les chaînes de caractères, c'est chiant, parce que c'est pas facile. Il y a plein de standards différents, il y a plein d'échanges possibles, c'est compliqué à maîtriser, c'est une vraie galère. Fort heureusement, WebAssembly arrive avec un élément de réponse. Cet élément de réponse, c'est ce qu'on appelle la mémoire linéaire. Alors, la mémoire linéaire, comment ça marche ? Une mémoire linéaire, en WebAssembly, c'est une RAM virtuelle. Une RAM, c'est quoi? C'est une suite de cellules dans lesquelles je vais venir placer des valeurs. Ça peut être constitué assez facilement, ça peut se représenter assez facilement côté JavaScript, par exemple, par des array buffers. C'est-à-dire des tableaux ou des simili-structures de tableaux qui manipulent des données dans un état binaire. Pardon. Comment ça va marcher? Eh bien, côté JS, je vais dire, voilà, je veux t'envoyer une string. Cette string, elle est composée de caractères. Chaque caractère, je vais récupérer le code UTF-8 qui correspond à mon caractère, qui est donc un entier. Et donc, cet entier, je vais le stocker dans une cellule de ma mémoire linéaire, de ma mémoire virtuelle. Et je vais faire ça pour l'intégralité des caractères de ma chaîne. Et en face, je vais avoir mon module WebAssembly, qui exécute mon code WebAssembly. Et ce moteur WebAssembly, qu'est-ce qu'il va faire? Il va accéder aussi à cette même mémoire virtuelle, qui est donc un espace de mémoire partagé entre le JavaScript et le WebAssembly. Et il va accéder aux différentes valeurs, qui sont des entiers. Et pour ça, il va utiliser quoi? Un entier, qui peut être vu comme un pointeur, qui va dire tu manipules la première cellule, puis la deuxième, puis la troisième, puis tu reviens sur la deuxième, et ainsi de suite. Donc dans les deux cas, dans les deux langages, JavaScript et WebAssembly, on peut travailler sur un espace de mémoire partagé qui permet de faire de l'échange de données en temps réel et à haute vitesse. Ça fonctionne. Juste, c'est un peu compliqué parce que ça veut dire qu'il va falloir en permanence faire la conversion côté WebAssembly, mais bon, ça va être fait au début et puis après ça va être compilé, etc. Donc on ne sera pas trop emmerdé. Mais côté JavaScript aussi, pour en permanence faire la conversion entre, alors je récupère un entier, mais en fait c'est un caractère d'une chaîne de caractères, donc je vais faire la reconversion pour le repasser dans l'espace UTF-8 pour pouvoir récupérer le caractère qui correspond bien, et ainsi de suite. C'est un peu laborieux comme gymnastique, quoi. Donc il va falloir trouver un moyen de faire une représentation de comment je passe différents types de valeurs depuis JavaScript vers WebAssembly, et comment ces différents types de valeurs, je vais pouvoir facilement expliquer au moteur WebAssembly que là je t'ai mis un entier, mais en fait ça correspond à une lettre d'une chaîne de caractères. Donc il faut un système d'interfaçage pour faire ça. Donc passer les valeurs de JavaScript aujourd'hui à WebAssembly et inversement, c'est possible, mais c'est un peu fastidieux, parce qu'il y a cette histoire d'interaction de type et de conversion de type à faire en permanence.
Fort heureusement, les gens qui travaillent sur le moteur WebAssembly y ont pensé, et donc toutes les représentations de données sont hardcodées dans le moteur, WebAssembly, qui fait le lien avec la machine virtuelle JavaScript. Donc, c'est un peu galère, mais on s'en sort, c'est faisable. Notamment parce qu'on s'est fait chier à tout hardcoder dans le moteur. Le problème, c'est que si demain, je veux pouvoir passer et avoir le même genre d'échange de WebAssembly vers à peu près n'importe quel autre langage, on va quand même pas se faire chier à hardcoder tous les types de représentation de tous les langages possibles dans le moteur WebAssembly. Ça devient complètement dingue. Donc on a besoin d'un système de représentation pour ça, un système d'interface. D'interface qui va gérer les entrées et sorties depuis et vers WebAssembly. Pourquoi? Parce que ça va servir de représentation intermédiaire. En gros, le module WebAssembly va dire bah tiens, là j'ai des jeux de valeurs et moi je vais m'en servir comme des entiers, mais on va dire qu'en fait ça représentera des chaînes de caractères. Et en face, j'aurai la même chose côté Python qui dira alors moi si je manipule des chaînes de caractères, voilà à quoi ça ressemble. Et ce sera au moteur d'exécution WebAssembly de faire le mapping entre les deux valeurs et de pouvoir réutiliser ces systèmes de représentation de données pour pouvoir faire facilement des échanges. C'est exactement ce que fait WebAssembly Standard Interface. C'est-à-dire qu'il a déjà déclaré des interfaces système utilisables entre l'environnement d'exécution POSIX et votre moteur WebAssembly. Ok, c'est très théorique tout ça. Donc si on essayait de le faire pour de bon par la pratique, parce que concrètement, en fait, on peut le faire déjà. Donc pour ça, on va utiliser un standard qui s'appelle WebAssembly Interface Types. C'est tout neuf, c'est tout chaud, c'est encore dans les proposals de WebAssembly, mais c'est déjà quelque chose qui est suffisamment solide pour bien fonctionner. L'idée, c'est de définir une représentation de un échange de données entre un environnement et WebAssembly, peu importe l'environnement en question. C'est une représentation abstraite. En Rust, on parle de traits. Dans n'importe quel autre langage comme du C ou du C++, on va parler d'interface. Mais l'idée est la même, c'est un blueprint de ce qui est censé faire votre module. Donc pour ça, on va utiliser un format de représentation qui s'appelle WITX. C'est imprononçable. Comment ça va fonctionner? Eh ben, je vais avoir toujours ma mémoire linéaire avec mon moteur, mon code WebAssembly au-dessus, qui lui a déjà des déclarations d'interface WITX. Et donc, soit je suis dans le navigateur et j'ai un moteur d'exécution WebAssembly qui a déjà hardcodé les échanges de type entre JavaScript et WebAssembly, donc ça va vite. Soit j'utilise un langage qui compile vers WebAssembly. Ça peut être du Rust, ça peut être du Go, ça peut être du C ou du C++. Et il va utiliser lui aussi une définition WITX qui va aussi passer au moteur d'exécution WebAssembly. Et c'est le moteur d'exécution qui fera le mapping entre les deux jeux de représentation, les deux codecs. Et si je suis vers d'autres langages qui ne compilent pas vers WebAssembly, eh ben, je vais pouvoir utiliser un moteur d'exécution WebAssembly browserless. Le plus connu et l'officiel maintenu à l'heure actuelle s'appelle WasmTime. Et donc WasmTime va se charger de faire une espèce de binding entre le langage dans lequel est exécuté l'environnement et ma fameuse interface WITX de mon code WebAssembly. Et tout ça va fonctionner. Donc l'idée, c'est que je vais pouvoir développer une couche de cryptographie, pour revenir à mon exemple, qui sera unifiée et qui va me déclarer mes fonctions hôtes de mon application, en code à message par exemple, et sans se poser plus de questions. Et en dessous, ça va importer le module libsodium dans sa version WebAssembly aussi, et puis ça va utiliser ça pour pouvoir faire toutes les primitives cryptographiques. Donc je vais déjà définir un fichier interface types, donc un format WITX. C'est très proche du format WebAssembly text format, c'est pour ça que je vous en parlais au départ. Donc je vais déclarer un encodeur. C'est un module qui va s'appeler crypto. Dans ce module crypto, je vais déclarer une interface d'une fonction. Cette fonction, elle va s'exporter sous le nom de encode, simplement. Elle va prendre deux paramètres en entier, qui sont des entiers sur 32 bits signés dans ce cas-là, mais on pourrait mettre ce qu'on veut. Soit un code erreur qui lui-même est hérité du type de l'interface type qui vient dans WASI, qui s'occupe de retourner les exceptions d'erreur, soit va me retourner un résultat sous forme d'un entier signé 32 bits aussi. Voilà. Ça, c'est une interface type. J'ai déclaré qu'une seule fonction, mais mon module pourrait déclarer l'intégralité des fonctions hôtes de mon application et de ma couche de crypto. Ensuite, je vais devoir l'utiliser. Alors, je pourrais le faire en WebAssembly, mais ça va être un peu relou, donc on va faire plutôt du Rust. Parce que Rust, c'est peut-être l'écosystème qui, à l'heure actuelle, propose le plus d'outils pour pouvoir faire du WebAssembly et compiler vers WebAssembly. Donc je vais utiliser un create Rust, qui est un module Rust, qui s'appelle Wiggle, et qui est en charge d'importer les définitions d'interface.
Donc, je vais avoir un module. C'est là que je vais définir toute ma lib de cryptographie que je vais compiler après vers WebAssembly. Donc, je la développe en Rust. Pour ça, je vais avoir une structure qu'on va appeler un crypto-contexte. Voilà. C'est lui qui va être en charge d'implémenter toute la structure de mon module, de ma couche d'abstraction. Je vais utiliser Wiggle. Je vais lui passer le contexte crypto en lui disant bah, tiens, tu vas aller implémenter une interface pour ce contexte-là. Tu vas l'importer depuis un format WITX et je lui fais lire le format WITX directement. Si j'essaie de compiler ça maintenant, le compilateur Rust va me cracher à la gueule en me disant « Ah bah t'es gentil, mais t'importes une interface, t'implémentes rien dedans. Donc tu peux pas, t'as pas le droit. Il faut que t'implémentes les fonctions qui sont dans le WITX. » Donc on va implémenter les fonctions dans le WITX. Donc dans mon crypto-contexte, je vais lui dire que j'implémente dans le fichier crypto le module crypto qui a été déclaré. Et donc je vais déclarer la fameuse fonction en code qui va prendre 2 entiers en paramètres qui là sont des entiers Rust et non pas des entiers WebAssembly, et ça sera le module qui fera le mapping en utilisant les formats WITX, et ça va me retourner un résultat qui peut être soit un entier, soit un type d'erreur, et là j'ai juste à lui dire que c'est un type erreur, et comme le format WITX importait aussi le format WITX erreur, il est capable de faire le lien automatiquement, je n'ai pas besoin de réimporter un autre format existant. Et après, là, je vais utiliser l'Ipsodium, probablement directement du web Sodium que je peux importer directement dans mon code Rust. Il n'y a aucun souci pour ça. Donc à la fin, je vais obtenir, une fois compilé, un module WebAssembly qui importe le module WebAssembly l'Ipsodium, et c'est ça que je vais distribuer. Si je veux l'utiliser côté web, c'est bon, on est OK. Si je veux l'utiliser côté serveur, il va falloir que j'utilise WasmTime, donc il faut que je fasse un lien, comme un lien de dépendance, un lien de librairie DLL par exemple. Donc il va falloir déclarer un linker. Donc je vais dire... je vais importer le module linker de WasmTime et je vais dire OK, tu crées un nouveau linker. Ce linker, il va lier une fonction qui va être la fonction du module crypto qui s'appelle encode. Je vais utiliser pour ça mon fameux contexte de crypto et je vais lui dire quand tu exécutes cette fameuse fonction crypto encode, en fait ce que tu appelles, c'est la fonction encode de mon module de crypto et tu lui passes des paramètres et ça ressort un résultat. Et une fois que c'est fait, j'ai juste à instancier ça pour mon module et c'est réglé. Ça, c'est uniquement si je veux utiliser mon fichier WASM côté serveur. Côté web, je n'ai pas besoin de ce linking. Côté serveur, j'en ai besoin pour faire des dépendances de DLL. Comment je l'utilise après? Je suis dans mon appli. Donc là, je reviens côté interface client, web. Alors, je pourrais le faire en JavaScript, je pourrais le faire en WebAssembly. Là, je choisis de le faire dans un autre module Rust qui va être un top module. Mais après, on peut faire n'importe quoi. Donc là, je choisis de faire une fonction qui va s'appeler encode le message, qui prend 2 paramètres et qui me retourne un troisième. Je vais appeler une méthode encode. Et en fait, cette méthode encode, d'où elle vient? Elle vient de mon module WebAssembly de crypto, qui est ma fameuse couche abstraite, que je viens de déclarer juste au départ et que je viens de développer juste avant dans un autre composant, un autre bout de fichier. Si je veux le faire dans un module WebAssembly, c'est exactement la même chose. J'aurai un module qui apporte le module crypto en code en lui passant les paramètres et qui me retourne le résultat. C'est la même implémentation. J'aurais pu mettre l'exemple JavaScript aussi, je ne le mets pas, mais c'est la même idée. J'importe un module et j'agis via les fonctions d'import-export sur la fonction en code qui est dispo dans mon module de crypto. OK. Donc mon module WebAssembly d'abstraction cryptographique qui utilise l'Ipsodium en dessous, je peux l'utiliser partout. Alors en fait, bonne question, oui, mais non. En gros, si je veux l'utiliser en JS dans le navigateur, je peux le faire, c'est natif, puisque c'est WebAssembly, qu'il y a du binding JavaScript, etc., tout est déjà prêt, etc. Si je veux le faire en Node, fort heureusement, Node supporte nativement le WebAssembly, puisque ça importe les mêmes valeurs et c'est le même moteur d'exécution que V8, donc heureusement que c'est supporté aussi comme le navigateur web. Si je veux faire du Rust, j'ai aussi un support natif des formats WITX, on l'a vu, donc ça va, ça marche. Si je veux le faire en Go, ça marche aussi. Si je veux le faire dans n'importe quel autre langage que du Rust ou du Go, pour le moment, c'est pas prêt. Donc je vais être obligé de passer par WasmTime et donc d'avoir encore un binding depuis mon environnement vers le module de crypto WebAssembly que je vais vouloir utiliser. L'idée, c'est qu'à terme,
Python, Ruby, PHP, .NET, ce que vous voulez, vont implémenter le support des interface types WebAssembly et on n'aura plus besoin de WasmTime. Les langages seront capables de directement lancer un module WebAssembly et de l'utiliser comme ils utiliseraient n'importe quel autre module développé nativement pour le langage. Et ça sera complètement transparent. Mais à l'heure actuelle, avec WasmTime, je peux le faire. Si je fais du Python, je vais importer le module WasmTime, je vais importer le module crypto, et le module WasmTime est suffisamment intelligent pour savoir que ce que j'importe, ce n'est pas un module Python, mais un module WebAssembly. Et après, j'utilise la fonction encode directement dans mon module de crypto. C'est totalement transparent. Donc ça fonctionne déjà. Je peux utiliser déjà du code Wasm comme un module natif, entre guillemets, de n'importe quel autre langage. Donc c'est ma vraie promesse de Write Once, Run Anywhere. On peut désormais vraiment écrire dans n'importe quel langage qui compile, compiler vers du WebAssembly et l'utiliser n'importe où. Côté navigateur, côté browser, côté, oui, browser évidemment navigateur, mais côté serveur aussi, dans de l'IoT, dans l'embarqué, etc. On pourra même s'en servir comme des lambda serverless et les faire en Wasm plutôt que le faire en JS. Ça fonctionnera aussi. On a déjà des outils pour le faire. C'est assez génial. Parce qu'on va avoir des vitesses d'exécution natives vachement plus efficaces que le Node.js. Donc c'est un standard ouvert. C'est déjà disponible. Ça fonctionne. Paillettes, vous pouvez y aller. Maintenant, c'est quand même assez basique pour le moment. Donc ça va être à nous, développeuses et développeurs, de faire le boulot d'implémentation de tout l'écosystème qui va avec pour qu'on ait vraiment des librairies de modules très avancées et qui nous permettent de déjà utiliser ça dans notre environnement. Je finis sur un tout petit rappel de la web plateforme. L'idée, c'est que le DOM et HTML, c'est là pour déclarer de l'interface, la CSS pour faire du style et du rendu de layout. Le JS devrait se limiter à ce qu'il sait faire, à savoir manipuler du thread UI, et tout ce qui est logique métier et tâches de fond, ça va être dévolu à WebAssembly et c'est vers ça qu'on se dirige et c'est tant mieux parce que c'est à ça que doit ressembler l'écosystème du web. Chacun sa responsabilité. Voilà, je m'appelle Mads, je suis tech évangéliste chez Always Data qui est un cloud provider. On s'intéresse beaucoup aux problématiques de WebAssembly pour les aspects sécurité et surtout pour les aspects serverless parce que c'est vraiment une grosse promesse de Lambda. Donc ça va vraiment être très cool. Et si vous avez des questions, je crois que normalement il doit nous rester peut-être 2-3 minutes, mais on avait commencé en retard, alors je ne sais pas si vous voulez rattraper. 4 minutes, voilà, on est chaud. Merci beaucoup. Il y a des bras levés partout. Bah, merci pour ta presse déjà. Je me posais la question justement concernant l'écosystème. Tu dis qu'il est à faire. Quel est son état aujourd'hui? Par exemple, les grands classiques que je vois, ça va être de pouvoir gérer des états et des choses comme ça avec, on va dire, remplacer des machines à état, des trucs comme ça dans le navigateur par du WebAssembly. Où est-ce que ça en est? Qu'est-ce qui commence à exister? Qu'est-ce qui est encore loin? Où en est l'écosystème WebAssembly? Pour le moment, c'est assez balbutiant en termes de composants réutilisables. C'est pas mal utilisé en prod par beaucoup d'outils, notamment des outils qui font du rendu WebGL, donc de l'accélération graphique, etc. C'est de plus en plus utilisé. C'est notamment très utilisé par Figma, le moteur de sketching et de prototypage web. Ils utilisent WebAssembly en tâche de fond pour gérer toutes les tâches de high computing. Donc ça, c'est assez génial. Pour le moment, il y a beaucoup d'expérimentation autour de WebAssembly. C'est tout le problème d'avoir du MVP et que pour le moment, ça grandit. Donc ouais, en termes de contenu réutilisable, hormis du portage de librairies existantes type Libsodium dans des modules déjà implémentables, on n'a pas encore trop de choses. Mais je sais que notamment les équipes de Vue.js et de React travaillent à réimplémenter les couches de diff du Virtual DOM dans du WebAssembly plutôt qu'en JavaScript pour pouvoir accélérer le temps de calcul du diff et donc avoir des temps de rendu encore plus rapides dans les libs de rendu type React et compagnie. Donc j'espère qu'on va voir arriver des choses un peu agnostiques à ce niveau-là et qu'on va pouvoir les réutiliser de plus en plus. Pour le moment, c'est encore assez léger. Il y avait une autre question au fond. Merci, c'était super intéressant. Moi, la question que j'ai, c'est est-ce qu'il y a un IDE que tu conseillerais pour écrire les fichiers WITX et les fichiers de modules? Parce que c'est une syntaxe qui me paraissait un peu particulière et d'avoir un peu une aide pour pouvoir se lancer dedans, ça me paraît pas mal.
Ouais, alors est-ce qu'on a un IDE qui est dédié à WebAssembly? Oui, il y a un truc qui s'appelle WebAssembly Studio et qui est un IDE web qui utilise le même moteur de rendu de texte et de coloration syntaxique que VS Code et qui est dédié effectivement au dev WebAssembly, donc qui permet de supporter pas mal de syntaxes et notamment la syntaxe WebAssembly Text Format et le WIT-X. Donc ça sera d'une aide assez précieuse. Ouais. Après, il y a de plus en plus de plugins d'éditeurs existants type VS Code qui commencent à arriver aussi et qui commencent à proposer des supports de WebAssembly et des variantes de langage associés à WebAssembly. Donc on a moyen de faire des choses. Après, franchement, si vous voulez faire du WebAssembly, je vous déconseille de faire du text format, hormis pour des déclarations assez simples type WIT-X, effectivement, où là, c'est assez basique parce qu'on fait juste de la déclaration de signature et point barre. Mais sur l'implémentation, c'est un enfer d'essayer de faire ça à la main parce qu'on se retrouve à gérer que les types statiques primitifs. Et donc, il vaut mieux passer par un truc plus haut niveau qui va compiler vers WebAssembly type Rust. Et on me fait signe que, visiblement, c'est l'heure du bondage. Donc, il faut qu'on s'arrête, je crois. Voilà, merci beaucoup.